Aigues-Mortes est une commune française de Petite Camargue, située à la pointe sud du département du Gard, en région Occitanie. Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le Vidourle, le canal du Rhône à 7, canal le Vistre et par deux autres cours d'eau. Incluse dans la Camargue, delta du Rhône, la commune possède un patrimoine naturel remarquable, 3 sites Natura 2000, la Petite Camargue, l'étang de Moguio et la Petite Camargue Lagune Haut-Marine, 4 espaces protégés, le bois du Boucanet, la Camargue gardoise, l'étang de l'Or et la Petite Camargue, et 12 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Aigues-Mortes est une commune urbaine et littorale qui compte 8685 habitants en 2021, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1968. Elle est dans l'unité urbaine d'Aigues-Mortes et fait partie de l'aire d'attraction du Grau-du-Roi. Ses habitants sont appelés les Aigues-Mortais ou Aigues-Mortaises. Elle est renommée pour ses remparts et ses arènes, appelée le plan des théâtres et destinée aux courses camarguaises, et est également tristement célèbre à la suite du massacre des Italiens ayant eu lieu en août 1893. Le patrimoine architectural de la commune comprend 3 immeubles protégés au titre des monuments historiques, l'hôtel de Grail, classé en 1994, la chapelle du château de Roquelaure, classée en 2007, et 4 maisons, inscrites respectivement en 1903, 1949 et 1993. Les salins d'Aigues-Mortes qui exploitent le marais de Péquet, emblématique de la production du sel camarguais, se trouvent également sur le territoire de la commune. Les communes limitrophes sont les Sainte-Marie-de-la-Mer, le Grau-du-Roi, Saint-Laurent-des-Gouzes, Marcillargues, Moguio et la Grande-Motte. Par le réseau routier, Aigues-Mortes est située à 35 km environ de Nîmes, et 30 km de Montpellier, à vol d'oiseau. Elle est à 32,5 km de Nîmes et 26 km de Montpellier. La ville d'Aigues-Mortes est à un carrefour de canaux, canal du Rhône à 7 venant du nord-est et repartant vers l'ouest, canal de Bourgidou vers le sud-est, et qui rejoint le Petit Rhône par l'intermédiaire d'autres canaux, aux limites du Gard et des Bouches du Rhône, et le Grau-du-Roi, entretenu depuis le Moyen-Âge et reliant Aigues-Mortes à la partie centrale du Grau-du-Roi. La Petite Camargue Lagune Haut-Marine, d'une superficie de 15 681 hectares, qui accueille plus de 240 espèces d'oiseaux et constitue un site de nidification régulier pour plus de 50 espèces, un important site d'accueil en hiver, particulièrement favorable aux oiseaux d'eau, aux larraux limicoles, à l'outarde cannepetière et à de nombreux passereaux, ainsi qu'une étape de migration, automne, printemps, pour plus de 160 espèces. L'étang de Moguio, d'une superficie de 7020 hectares, ce site présente une diversité des milieux et des conditions d'hygrométrie et de salinité, conférant à ce site un intérêt ornithologique remarquable. Typologie. Aigues-Mortes est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine d'Aigues-Mortes, une unité urbaine monocommunale de 8325 habitants en 2017, constituant une ville isolée. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction du Grau-du-Roi, dont elle est une commune du pôle principal. Cette aire, qui regroupe 3 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants. La commune, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale au sens de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littorale. Des dispositions spécifiques d'urbanisme s'y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l'équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d'urbanisme le prévoit.
L'évolution de l'occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire, la carte de Cassini, XVIIIe siècle, la carte d'état-major, de 1820 à 1866, et les cartes ou photos aériennes de l'IGN, pour la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Carte en couleur présentant l'occupation des sols. Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018, CLC. Parmi les derniers événements significatifs qui ont touché le territoire, peuvent être cités les crues de septembre 2002 et de septembre 2003, Vidourle, et les tempêtes de novembre 1982 et décembre 1997 qui ont touché le littoral. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour 3 scénarios, fréquents, crues de temps de retour de 10 ans à 30 ans, moyen, temps de retour de 100 ans à 300 ans, et extrême, temps de retour de l'ordre de 1000 ans, qui met en défaut tout système de protection. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1994, 2002, 2003 et 2015. La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrain constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d'alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 49,7% de la superficie communale est en aléa moyen ou fort, 67,5% au niveau départemental et 48,5% au niveau national. Sur les 3677 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1673 sont en aléa moyen ou fort, soit 45%, à comparer aux 90% au niveau départemental et 54% au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait-gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d'affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune. Risque et technologique. Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d'avoir des effets graves aux bâtis ou aux personnes jusqu'à 350 mètres, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d'urbanisme peuvent être préconisées en conséquence. La commune est en outre située en aval des barrages de Sainte-Croix et de Serponçon, 2 ouvrages de classe A. À ce titre, elle est susceptible d'être touchée par l'onde de submersion consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages. Toponymie. Le nom d'Aquae Mortua est cité lors de l'embarquement de Saint-Louis en 1248, en ce lieu pour sa première croisade. Ce nom procède de l'occitan, egas, mortas, eau morte, c'est-à-dire eau stagnante, équivalent des types toponymiques de langue d'Oï, morto. Il est intéressant de signaler que les habitants d'Aigues-Mortes demandèrent à Saint-Louis de nommer l'agglomération naissante du nom de Bonaparte Forçat, Bonne malgré Lazare. Le nom usuel Aigues-Mortes resta cependant en usage jusqu'à nos jours. Le nom d'Aigues-Mortes provient des marais et des étangs qui s'étendaient autour du village et aussi du fait qu'il n'y a jamais eu d'eau vive à Aigues-Mortes. Histoire. Les remparts d'Aigues-Mortes ont été construits par Saint-Louis. En effet, dès le début de son règne, Louis IX souhaite se doter d'un débouché sur la Méditerranée. C'est dans ce contexte qu'il fait construire le port d'Aigues-Mortes. Antiquité. Un Romain du nom de Pexius aménage les premiers marais salins et donne son nom au marais du Péquet. L'exploitation du sel avait commencé dès le néolithique et s'était continuée à la période hellénistique,
mais l'exploitation antique des salins n'a donné lieu à aucune découverte archéologique majeure et il est prévisible que ces vestiges aient été détruits par les installations des salins modernes. Moyen Âge. En 791, Charlemagne fait ériger la tour Mathafer, au milieu des marécages, pour la sûreté des pêcheurs et des ouvriers des salins. Certains avancent que la signalisation et la transmission des nouvelles n'étaient pas étrangères à l'édification de cette tour destinée à donner l'alerte, en cas d'arrivée d'une flotte, à la tour Magne, à Nîmes. La vocation de cette tour passe du plan guerrier au plan spirituel quand Charlemagne l'octroie à l'abbaye de Bénédictins, consacrée à l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, et dont les incessantes psalmodies, de jour comme de nuit, font désigner leur couvent du titre de psalmodie ou psalmodie. Ce couvent existe en 812, comme le confirme un acte de dotation fait par le Nîmois Badilla à l'abbaye. À cette époque, les habitants, qui vivent dans des cabanes en roseaux, tirent leur subsistance de la pêche, de la chasse et de la production du sel produit dans différents petits marais salants en bordure de mer. La région est alors sous la domination des moines de l'abbaye de Psalmodie. En 1240, Louis IX, qui veut se débarrasser de l'emprise des marines italiennes pour le transport des troupes pour les croisades, s'intéresse à la position stratégique que représente ce lieu pour son royaume. À cette époque, Marseille appartient à son frère Charles d'Anjou, comte de Provence, Agda Raymond VII, comte de Toulouse, et Montpellier à Jacques Ier, roi d'Aragon. Saint-Louis souhaite un accès direct à la mer Méditerranée. Il obtint des moines de l'abbaye de Psalmodie la ville et les terres alentour par échange de propriétés. Les habitants sont exemptés de la gabelle, impôt prélevé sur le sel qu'ils peuvent prendre sans contrainte. Il construit une route entre les marais et y bâtit la tour carbonnière pour servir de tour de guet et ainsi protéger l'accès à la ville. Saint-Louis construit ensuite la tour de Constance pour abriter sa garnison. En 1272, le fils et successeur de Louis IX, Philippe le Hardi, ordonne la poursuite de la construction de remparts pour ceinturer complètement la petite ville. Les travaux ne s'achèveront que 30 ans plus tard grâce à Philippe le Bel. C'est de cette ville que Louis IX part par 2 fois pour les croisades, la 7e croisade en 1248 et la 8e croisade en 1270 pour Tunis, où il meurt de dysenterie, du typhus voire de scorbut selon les historiens. 1270 constitue à tort, pour beaucoup d'historiens, la dernière étape d'un processus engagé à la fin du XIe siècle. Le jugement est hâtif car le transfert de croisés ou de mercenaires à partir du port d'Aigues-Mortes a continué. L'ordonnance donnée en 1275 au chevalier Guillaume de Roussillon par Philippe III le Hardi et le pape Grégoire X, après le concile de Lyon de 1274 en guise de renfort à Saint-Jean d'Acre en Orient, démontre que l'activité maritime y perdure toujours en vue d'une 9e croisade qui n'aura jamais lieu. De ce fait de 1270 découle la croyance populaire voulant que la mer atteigne Aigues-Mortes à cette époque. En fait, comme le confirment les études de l'ingénieur Charles-Léon d'Ombre, l'ensemble du port d'Aigues-Mortes comprenait le port proprement dit, qui se trouvait dans l'étang de la Marette, le canal Vielle et le Gros Louis, le canal Vielle étant le chenal d'accès à la mer. C'est approximativement sur le Gros Louis qu'est construite aujourd'hui la Grande Motte. Au début du XIVe siècle, Philippe le Bel utilisa le site fortifié pour y incarcérer les Templiers. Entre le 8 et le 11 novembre 1307, 45 d'entre eux furent mis à la question, reconnus coupables et retenus prisonniers dans la tour de Constance. Époque moderne, Aigues-Mortes conserve encore ses privilèges accordés par les rois. La réforme est prêchée dans la ville au XVIe siècle comme l'atteste l'arrestation et la pendaison à Aigues-Mortes, en 1560, du pasteur Élie Boisset, date qui marque le début d'une période troublée. Peu après la Saint-Barthélemy, 24 août 1572, des Huguenots venus des environs font sauter les portes de la ville,
y pénètrent et attaquent les églises et couvents. Les ecclésiastiques doivent trouver refuge dans la tour de la reine. L'édit de Beaulieu, qui met fin en 1576 à la 5e guerre de religion, désigne Aigues-Mortes comme l'une des 8 places de sûreté accordées aux calvinistes, ce qui sera confirmé par la paix de Bergerac en 1577, et un édit royal en 1597. Antoine Dupleix, baron de Leyck et gouverneur d'Aigues-Mortes. Sa fille, Madeleine Dupleix, s'est mariée à Marcillargues, le 6 septembre 1587, avec Abdias de Chaumont, seigneur de Bertichères, huguenot ayant servi dans la campagne de 1570 d'Henri de Navarre. En 1596, Antoine Dupleix a résigné sa charge à son gendre Bertichères qui a alors conçu de se rendre indépendant dans cette place proche des salines de Péquet. À cette époque, la tour Carbonnière était défendue par 16 soldats, le fort de Péquet, par 18, et Aigues-Mortes, par 127. Ils étaient payés par les trésoriers généraux de l'extraordinaire des guerres et inscrits dans l'état mensuel pour 616 écus et 40 sols. Le paiement difficile des soldes va amener une rupture entre Berchères et Sully. En 1597, l'attitude de Berchères vis-à-vis d'Henri IV devient factieuse. Après avoir demandé à Antoine Dupleix de reprendre à son gendre la place d'Aigues-Mortes, mais il meurt. En octobre 1597, Henri IV ordonne à Mathieu de Goudin, gouverneur et viguier d'Uzès, de reprendre la place d'Aigues-Mortes à Bertichères sans qu'il y ait d'exactions dans la ville. Henri IV écrit aussi aux églises réformées du Languedoc pour leur confirmer que ce changement ne modifie en rien la position d'Aigues-Mortes comme place de sûreté protestante. Après avoir assuré les consuls d'Aigues-Mortes de leurs privilèges, Goudin se décide à attaquer le fort et la ville en février 1598. Les soldats de Bertichères se défendent mais Aigues-Mortes est reprise. Bertichères s'est retiré au château de Sommières. Pour remercier les consuls et habitants d'Aigues-Mortes dans la reprise de la ville, Henri IV accorde, le 27 janvier 1599, l'office de lieutenant de viguier au premier consul de la ville. Bertichères a continué sa vie de factieux. C'est un des grands protestants en la personne de Jean d'Arambure dit le Borgne, commandant des chevaux légers du roi Henri IV et ancien gouverneur de Vendôme qui sera nommé gouverneur d'Aigues-Mortes et de la tour Carbonnière le 4 septembre 1607. Pour ce faire, il doit prêter serment entre les mains du connétable Henri de Montmorency, alors gouverneur du Languedoc. Mais celui-ci, catholique, soutient le rival Adrien de Chaumont, seigneur de Berrichères. Le conflit dure jusqu'en 1612 et Arambure, soutenu par les pasteurs du Bas-Languedoc et les habitants finit par avoir raison d'autant qu'il a l'appui personnel de la reine. Il finit par démissionner, le 27 février 1615, en faveur de son fils Jean d'Arambure, mais le roi Louis XIII le rétablit pour 6 ans. Le 27 juillet 1616, il quitte ses fonctions au profit de Gaspard de Coligny, non sans avoir obtenu un témoignage de reconnaissance des magistrats et consuls de la ville. En 1629, la paix d'Alès consacre le retour d'Aigues-Mortes au pouvoir catholique, point culminant de la répression religieuse qui s'intensifie au cours du XVIIe siècle. La révocation de l'édit de Nantes, 1685, conduit la plupart des protestants de la ville à se déclarer catholiques ou à s'exiler. Au début du XVe siècle, d'importants travaux sont entrepris pour faciliter l'accès d'Aigues-Mortes à la mer. L'ancien Gros Louis, creusé pour les croisades, est remplacé par le Gros de la Croisette et un port est creusé à l'aplomb de la tour de Constance. Celui-ci perd son importance, dès 1481, lorsque la Provence et Marseille sont rattachées au royaume de France. Seule l'exploitation du sel du marais de Péquet incite François Ier, en 1532, à faire relier les salins d'Aigues-Mortes à la mer. Mais ce chenal, dit Gros Henri, s'ensable à son tour. L'ouverture, en 1752,
Ducrot-Duroy résout pour un temps le problème. Celui-ci trouve enfin une solution, en 1806, en transformant Aigues-Mortes en port fluvial grâce au canal du Rhône à 7, qui débouche dans l'étang de Thau dans la partie territoriale frontignanaise. Époque contemporaine. Pendant la Révolution française, la ville est appelée Port Pelletier. À cette époque, le port a failli disparaître en raison d'un envasement induit par l'intensification du labour dans le bassin versant, contemporain d'une reprise des défrichements des bois et forêts à la suite de l'abolition des privilèges. Le recul du couvert boisé a favorisé l'érosion des sols et, par suite, un apport plus important d'alluvions qui se déposent dans les ports de la région. Ainsi, en 1804 le préfet de Barante-Père écrivait-il dans un rapport que les côtes de ce département sont plus exposées aux atterrissements. Les ports de Maglone et d'Aigues-Mortes et le vieux port de Sète n'ont plus d'existence que dans l'histoire, alerte-t-il. Un désir immodéré de recueillir a multiplié ces défrichements depuis 1790. L'avidité de jouir a dévoré en peu d'années la ressource de l'avenir. Les montagnes, ouvertes par la charrue, n'ont montré bientôt qu'un roc nu et stérile. Chaque sillon est devenu un ravin. La terre végétale, entraînée par les orages, a été portée dans les rivières, et de là dans les parties inférieures, où elle sert chaque jour à l'atterrissement des parties les plus basses et les plus marécageuses. Massacre des saliniers italiens d'Aigues-Mortes, août 1893. La Compagnie des Salins du Midi lance à l'été 1893 le recrutement des ouvriers pour le battage et le levage du sel. L'embauche est en réduction en raison de la crise économique que connaît Europe, alors que la perspective de trouver un emploi saisonnier a attiré, cette année-là, un plus grand nombre d'ouvriers. Ceux-ci se partagent en 3 catégories surnommées les Ardéchois, paysans, pas forcément originaires d'Ardèche, qui laissent leur terre le temps de la saison, les Piémontais composés d'Italiens originaires de tout le nord de l'Italie et recrutés sur place par des chefs d'équipe, les chefs de col, et les trimards composés en partie de vagabonds. En raison du recrutement opéré par les Salins du Midi, les chefs de col sont contraints de composer des équipes comprenant des Français et des Italiens. Dès le début de la matinée du 16 août, une rixe éclate entre les deux communautés qui se transforme rapidement en lutte d'honneur. Cette lutte est parfois considérée comme le déclencheur du plus grand pogrom de l'histoire contemporaine de la France, représenté dans les journaux de l'époque comme Le Monde Illustré. Malgré l'intervention du juge de paix et des gendarmes, la situation dégénère rapidement. Certains trimards rejoignent Aigues-Mortes et y affirment que des Italiens ont tué des Aigues-Mortais, ce qui fait grossir le rang de la population et des personnes qui n'ont pas réussi à se faire embaucher. Un groupe d'Italiens est alors attaqué et doit se réfugier dans une boulangerie que les émeutiers veulent incendier. Le préfet fait appel à la troupe vers 4 heures du matin. Celle-ci n'arrive sur les lieux qu'à 18 heures, bien après le drame. Dès le début de la matinée, la situation s'envenime. Les émeutiers se rendent dans les Salins de Péquet où se trouve le plus grand nombre d'Italiens que le capitaine des gendarmes Cablet essaie de protéger en promettant aux émeutiers de chasser les Italiens, une fois raccompagnés à la gare d'Aigues-Mortes. C'est durant le trajet que les Italiens assaillis par les émeutiers sont massacrés par une foule que les gendarmes ne réussissent pas à contenir. Il y a 7 morts et une 50aine de blessés dont certains conserveront des séquelles à vie, ce qui constitue le plus grand massacre d'immigrés de l'histoire contemporaine de la France, mais aussi l'un des plus grands scandales de son histoire judiciaire, puisqu'aucune condamnation ne sera jamais prononcée. L'affaire devient un enjeu diplomatique et la presse étrangère, dont celle transalpine, prend fait et cause pour les Italiens. Des émeutes anti-françaises éclatent en Italie. Un règlement diplomatique est trouvé et les partis sont indemnisés, alors que le maire nationaliste Marius Terra doit démissionner. Une pièce de théâtre de Serge Valetti, Salute, se fonde sur ces événements tragiques.
le XXIe siècle. Le 4 août 2012, dans le quartier du Bosquet, un couple tire depuis sa voiture sur une dizaine de jeunes d'origine maghrébine, faisant un blessé léger. L'homme et la femme sont condamnés le surlendemain, respectivement, à 4 et 2 ans de prison ferme, provoquant, auprès d'une partie de la population, un élan de soutien vis-à-vis des condamnés, qui met en lumière la banalisation du racisme anti-arabe et rappelle les incidents de 1893 dans la même ville. Le 25 avril 2014, à l'occasion du 800e anniversaire de la naissance de Louis IX, la ville d'Aigues-Mortes organise des cérémonies commémoratives auxquelles participent son descendant Louis de Bourbon, duc d'Anjou, ainsi que son épouse Marie-Marguerite. Le prince rappelle alors que son aïeul, au XIIIe siècle, ouvrit la voie à une profonde réforme institutionnelle en octroyant une des premières chartes communales, permettant d'affranchir les villes du pouvoir féodal. À cette occasion, le maire Pierre Momègene rappelle l'amour et l'attachement réel des Aigues-Mortais pour le roi fondateur de la cité et leur reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour eux. Il ajoute combien Aigues-Mortes est fier et honoré de recevoir pour la deuxième fois l'homme, Louis de Bourbon, qui avait été fait citoyen de la ville, lors de la Saint-Louis de 1992, par le maire de l'époque René Jeannot, présent ce jour. Manifestations culturelles et festivités. Aigues-Mortes est une ville de tradition camarguaise. Chaque année, la seconde semaine d'octobre, elle célèbre la fin des vendanges ainsi que la fin de la récolte du sel. La fête votive est l'occasion pour les familles du village de se retrouver autour de traditions ancestrales qui font le socle du patrimoine culturel aigues-mortais. Côté rempart sud, chaque famille construit son théâtre, laissant un théâtre forme le plan, une arène éphémère qui, une semaine durant, et un camp de revivre, accueille des courses camarguaises où chacun peut s'essayer à l'art du rasette avec des vaches et taureaux emboulés. Cette semaine festive est fréquentée par des milliers de touristes et d'habitués de la région. C'est un moment de ferveur et de partage qui met en valeur l'identité camarguaise de la cité médiévale. Un comité des fêtes est constitué pour cette occasion. Il a la charge d'organiser chaque année ces festivités en respectant les traditions ancestrales et en veillant à la sécurité de toutes et tous les participants. Production du sel par l'exploitation salinière du groupe Salin. Sans doute exploités dès l'Antiquité, les salins d'Aigues-Mortes attirèrent pêcheurs et sauniers. Les moines bénédictins y établirent dès le 8e siècle l'abbaye de Psalmodie, afin d'exploiter cette denrée précieuse dans les étangs de Péquet. Les salines resteront très longtemps une des principales ressources de la ville. Pour parvenir aux tables sonnantes, l'eau pompée dans la mer parcourt plus de 70 km dans les Roubines. La concentration de chlorure de sodium y passe de 29 à plus de 260 grammes par litre. Récolté mécaniquement, le sel est amoncelé en de scintillantes camelles avant d'être conditionné. On le réserve à l'usage alimentaire. La commune est dans la plaine viticole, une petite région agricole occupant le sud-est du département du Gard 96. En 2020, l'orientation techno-économique de l'agriculture sur la commune est la viticulture. Spécialisation. L'élevage de taureaux et de chevaux de Camargue. Les deux sont élevés pratiquement à l'état sauvage dans les marais environnants. Le taureau camarguais est plus petit que les taureaux de combat espagnols, trapus, les cornes et la tête haute. Il mesure environ 1,40 m au garrot. Il est principalement destiné à la course à la cocarde qui est très populaire dans la région. Le cheval de Camargue est le compagnon indispensable des gardiens pour se déplacer dans les marais et trier les taureaux. D'après certaines découvertes d'ossements, il semblerait que le cheval de Solutré de l'ère quaternaire soit son ancêtre. De ce fait, le cheval de Camargue n'est pas très grand, 1,50 m environ. Il possède une énorme résistance adaptée au terrain. Sa robe est marron à la naissance pour progressivement devenir blanche après quelques années. Lieux et monuments.
Description en 1897. Très curieuse muraille, presque aussi intacte qu'au premier jour. La ville y est enfermée tout entière, elle la protège contre les inondations, et, du haut de la tour de Constance, cette multitude de toits bas, enfermés dans ce haut carré de pierre, semblent des dames dans un damier. Même sorte de fortification qu'à Carcassonne qui est aussi du temps de Saint-Louis. Un long mur à créneaux et meurtrières, flanqué, d'espace en espace, par des tours rondes. Une tour pour chaque porte, la forme ogivale à toutes les voûtées dans un coin, encore une énorme tour ronde à 2 étages, surmontée d'une plateforme et d'une tourelle d'observation, ancienne citadelle où l'on pouvait se défendre, même la ville étant prise. Rien de plus simple et de plus sain. Un mur monstrueux percé de meurtrières, dans l'épaisseur duquel tourne un escalier. Ce mur enclôt à chaque étage une haute salle de pierre, dont la voûte ogivale va rejoindre les parois par un épanouissement d'arceaux. Une oubliette au centre. Un vaste âtre de cheminée au fond. Un jour douteux entre par le sommet et par une ligne de bec courte, ogivale, qui donne sur l'escalier intérieur. Rien de plus austère que ce vide globuleux dans cette carapace de pierre nue, et cette froide et grise lumière qui semble dormir sans jamais changer. Dans l'effacement général des objets, et dans la sévérité universelle de la matière et de la forme, on démêle avec un plaisir bizarre un bout de fleuron sur lequel chaque arceau s'appuie avant d'entrer dans le mur. Tout en haut de la plateforme, on aperçoit la plaine, barrée d'un côté, au bout de l'horizon, par la ligne violacée des montagnes indistinctes. De toutes les autres parts, sans limite, ou se continuant par la mer infinie, s'étend la plaine verte, coupée de canaux luisants comme des bandes d'argent ou de longues lames de métal, et bordée par la mer d'une large plaque d'un bleu sombre. Édifices civils, la tour de Constance et les remparts. La porte de la Reine Aigues-Mortes en 1867, de Frédéric Bazille, exposé au Metropolitan Museum of Articles. Les tours et remparts d'Aigues-Mortes forment un monument ouvert au public par le Centre des Monuments Nationaux. La tour de Constance fut érigée en 1242 par Saint-Louis sur l'ancien emplacement de la tour Matafère, construite par Charlemagne vers 790, pour abriter la garnison du roi. Les travaux se terminèrent en 1254. Son diamètre est de 22 mètres, sa hauteur au sommet de la lanterne est de 33 ou 40 mètres selon diverses sources. L'épaisseur des murs à la base est de 6 mètres. Au rez-de-chaussée, on trouve la salle des gardes avec son accès protégé par une herse. Au centre de la pièce, une ouverture circulaire permet d'accéder au sous-sol qui servait de garde-manger, de réserve de munitions et aussi de cachot. Ce lieu s'appelait l'écu de Basse-Fosse. Au premier étage, on accède à la salle des chevaliers. Elle ressemble de par sa structure à la salle des gardes. C'est dans cette salle que furent emprisonnés au XVIIIe siècle des protestantes dont la plus connue fut Marie Durand qui grava sur la margelle du puits le mot « résister ». Ce mot est toujours visible de nos jours. Elle fut emprisonnée à l'âge de 15 ans et libérée 38 ans plus tard, avec des prisonniers politiques, Abraham Mazel, chef camisard. Entre ces deux salles, un étroit chemin de ronde fut construit dans l'épaisseur du mur pour surveiller la salle basse. Après la salle des chevaliers, on accède à la terrasse qui offre un large panorama sur la région, représentant ainsi un poste idéal de surveillance. Les prisonnières étaient quelquefois autorisées à venir y respirer l'air pur. Dans les tours et les remparts, sont organisées des expositions. En 2014, par exemple, pour célébrer le 800e anniversaire de la naissance de Saint-Louis, le Centre des Monuments Nationaux a organisé une exposition intitulée Saint-Louis, de l'Occident à l'Orient, sur Saint-Louis et les croisades. Les remparts se déploient sur une longueur de 1600 mètres. Spectaculaires par leur hauteur et l'état de leur conservation, ils n'ont pas été restaurés au XIXe siècle comme cela fut le cas, par exemple, pour Carcassonne. Ils constituent, avec la tour de Constance,
un témoignage exceptionnel en Europe occidentale de l'architecture militaire en milieu marécageux au XIIIe et XIVe siècle. Le classement de cet ensemble à l'UNESCO, sous le thème de l'homme dans son milieu, est un sujet de mobilisation. Un dossier a été constitué en 2011, et de nombreuses actions, dont la suppression des poteaux électriques, ont été entreprises pour permettre ce classement. Cette procédure est malheureusement contrariée par les classements déjà effectifs de sites très proches tels le Pont du Gard, Avignon ou Arles. Le plan des théâtres sont des arènes, construites à la fin du XIXe siècle, destinées aux courses camarguaises. Elles ont été inscrites en 1993 sur l'inventaire supplémentaire de la liste des monuments historiques pour leur intérêt ethnologique et culturel. Elles peuvent accueillir plus de 600 personnes. Située sur la commune de Saint-Laurent-des-Gouzes, la tour Carbonnière est citée pour la première fois dans un texte daté de 1346, qui donne des précisions sur la fonction de l'ouvrage. Il y est dit que cette forteresse est la clé du royaume en cette contrée. En effet, située au milieu des marais, elle était le passage obligé pour accéder à Aigues-Mortes. Elle était tenue par une garnison composée d'un châtelain et de plusieurs gardes. Depuis sa terrasse qui pouvait supporter jusqu'à 4 pièces d'artillerie, on a une vue panoramique sur la petite Camargue. La tour-statue de Saint-Louis. Elle est le cœur touristique de la cité. Au centre, face à l'entrée principale de la porte de la Gardette, est érigée la statue de Saint-Louis, œuvre de James Pradier en 1849. Édifice religieux. Ancienne chapelle des Capucins d'Aigues-Mortes. Temple protestant d'Aigues-Mortes. L'église Notre-Dame des Sablons. L'église a été inscrite au titre des monuments historiques en 1949. L'élément d'autel gallo-romain se trouvant dans l'emmarchement du chœur de l'église a été classé au titre des monuments historiques en 1990. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy. Elle a vraisemblablement été construite avant les remparts, vers le milieu du XIIIe siècle. À l'époque de Saint-Louis et de style gothique. Collégiale en 1537, elle fut saccagée par les protestants en 1575. Après la reconstruction du clocher en 1634, elle devint successivement sous la Révolution, temple de la raison, caserne, magasin à grains et entrepôt de sel. Elle fut rendue au culte en 1804, et restaurée dans un style néoclassique baroque assez chargé. De 1964 à 1967, tout ce décor 19e disparaît, notamment les plafonds à caissons, pour laisser place à l'église, beaucoup plus sobre, et dans l'esprit médiéval que nous voyons aujourd'hui. Depuis 1991, des vitraux créés par Claude Viala, artiste contemporain appartenant au mouvement artistique support, surface, donne à l'édifice une lumière et une couleur extraordinaires. Le reste du mobilier 18e et 19e siècle a disparu à cette occasion à l'exception de quelques statues. La façade est surmontée d'un très sobre clocher à peigne abritant 3 cloches, la plus importante, 1,07 m de diamètre, date de 1740. Classée monument historique, elle fut réalisée par le maître fondeur Jean Poutingon. L'église abrite aussi une statue de Saint-Louis. La chapelle des Pénitents Gris. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1994. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy. Située à l'est de la place de la Viguerie, elle est la propriété de la confrérie des Pénitents Gris créée en 1400. La façade est du style Louis XIV. La porte d'entrée du XVIIe siècle est ornée d'une statue en bois. Retable sculpté en 1687 par Sabatier. À l'intérieur, un retable représente la Passion du Christ. Il fut construit en stuc de plâtre gris en 1687 par le sculpteur montpelliérain Sabatier. Ce retable, sur lequel figurent les armoiries de la confrérie, occupe tout le fond du chœur.
Chapelle des pénitents blancs d'Aigues-Mortes. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 2007. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy. Située à l'angle de la rue de la République et de la rue Louis Blanc, elle appartient à la confrérie des pénitents blancs créée en 1622. Au-dessus du chœur, sur la voûte, on peut voir une copie du retable de Jérusalem où le Christ a célébré la Pâque et le Jeudi Saint avec ses apôtres. Autour du maître-autel, une peinture sur toile retrace la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. On l'attribue à Xavier Sigalon, peintre né à Uzès en 1778. De chaque côté du chœur se dressent deux statues, à gauche Saint Félix pour la rédemption des captifs, à droite Saint Jacques le Mineur, premier évêque de Jérusalem. Patrimoine culturel. Loup drapé est un cheval imaginaire mentionné dans le folklore local, qui était censé se promener la nuit autour des remparts de la ville, prendre 50 à 100 enfants sur son dos, et les faire disparaître on ne sait où. La fougasse appartient aux premières pâtisseries à base levée. Elle peut être sucrée, dénommée parfois tarte au sucre, ou salée, avec ou sans gratillon. Traditionnellement, la confection de la fougasse au sucre à Aigues-Mortes était réservée à la période de Noël, au sein des 13 desserts, à base de pâte à brioche, sucre, beurre et fleurs d'oranger. Elle était fabriquée par le boulanger avec les ingrédients apportés par le client. À présent, la fougasse d'Aigues-Mortes se vend toute l'année. Personnalité liée à la commune. André Pacifique Père, 1743-1796, général des armées de la République qui est décédé. Emmanuel Théolon, auteur dramatique, né à Aigues-Mortes le 14 août 1787. Étienne Théolon, peintre, né à Aigues-Mortes. Léon Dombre, ingénieur hydraulicien, né à Nîmes le 25 octobre 1804. Ferdinand Gaillard, artiste lyrique, né à Aigues-Mortes le 11 janvier 1876, décédé à Bargemont dans le Var le 25 août 1936. Maurice Fontaine, 1919-2015, homme politique, sénateur-maire, maire d'Aigues-Mortes de 1965 à 1977. Michel Mézy, ancien footballeur, né à Aigues-Mortes le 15 août 1948. Frédéric Bazille, un des initiateurs de l'impressionnisme, représenta Aigues-Mortes dans plusieurs de ses tableaux. Jean-Pierre Spiro, réalisateur de télévision, ancien adjoint au maire pour les affaires culturelles et les traditions. Robert Marchand, raseteur, vit à Aigues-Mortes. Louis de Bourbon, héritier de Saint-Louis, citoyen d'honneur d'Aigues-Mortes depuis le 25 août 1992. Jean Lanzy, journaliste et animateur de télévision. Héraldique. Les armes d'Aigues-Mortes se blasonnent ainsi: Dora un Saint-Martin de carnation, vêtu d'azur et chaussé du champ, monté sur un cheval de gueules scellé et harnaché aussi d'or, coupant son manteau aussi de gueules pour en remettre la moitié à un pauvre boiteux de carnation vêtu aussi d'azur, à la béquille au naturel, le tout sur une terrasse de Sinople.